Donc, c'est une première avec un atelier sur l'écho par un non-cardiologue. Je rappelle, je ne suis pas cardiologue, donc je suis réanimateur, je suis pédiatre comme vous, je m'occupe des nouveau-nés comme vous, et donc c'est une espèce de partage d'expérience en réalité. Voilà, donc je vais commencer par faire une partie théorique pour vous dire à peu près à quoi ça sert l'écho, et après une partie pratique pour... Shukran. Voilà, donc l'échographie cardiaque, c'est pas la peine de vous faire les cas cliniques parce que de toutes les façons, c'est ce que vous voyez tous les jours. Juste pour donner quelques particularités du nouveau-né, ce de l'autre côté. Donc le nouveau-né, il a quelques particularités, ça veut dire que son myocarde, il est immature. C'est pour cela que les décompensations, enfin le risque de décompensation sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus graves et beaucoup plus fréquentes, d'une part. D'autre part, il a une immaturité des récepteurs adrénergiques. Est-ce que vous pouvez baisser un tout petit peu le volume? Ça m'oblige à reculer par rapport au micro. Merci beaucoup, Sidi. Donc la compliance cardiaque est diminuée parce que les myocardiocytes sont immatures. Et contrairement à ce qu'on pense, quand les myocardiocytes sont immatures, ils ne sont pas compliants, sont rigides. Et plus ils maturent et plus ils gagnent en compliance. Et puis la capacité d'adaptation aux situations, c'est-à-dire passage d'une situation de bonne hémodynamique à une mauvaise hémodynamique, est très difficile à supporter chez le nouveau-né. Pourquoi? Parce qu'il y a ce passage de ce qu'on appelle la circulation transitionnelle, ce passage de la circulation fœtale vers la circulation adulte qui demande un certain temps, entre quelques heures et 48 heures pour que cette circulation s'installe de manière tout à fait équilibrée entre une pression pulmonaire qui est très élevée en anténatal, une pression systémique basse, et l'inverse, une pression systémique qui monte, une pression pulmonaire qui baisse progressivement. Et quand on parle de hémodynamique, on se base souvent sur la pression artérielle. C'est un marqueur qui est fiable, indiscutablement, mais c'est un marqueur qui est global. Pourquoi? Parce qu'il prend en considération ce qu'on appelle la précharge et la post-charge. La précharge, c'est le remplissage du cœur, ce qu'il y a à l'intérieur du cœur et la capacité contractile du myocarde. Et la post-charge, ce sont les résistances vasculaires périphériques systémiques, et non pas pulmonaires, systémiques. Et donc, on multiplie le volume d'éjection systolique sur lui qui sort soit du ventricule droit, soit du ventricule gauche, mais on fonctionne souvent sur le ventricule gauche, avec la fréquence cardiaque, et on obtient ce qu'on appelle le débit cardiaque. Le débit cardiaque, donc, dépend, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il dépend des résistances, parce que là, on est en train de saturer il dépend de la post-charge, donc des résistances périphériques, et il dépend également du volume, du remplissage. Et donc, du coup, cette interaction complexe, elle est soumise à une certaine régulation. Régulation qui est immature, à la fois au niveau du système autonome, au niveau du système cardiovasculaire par l'intermédiaire des chémorécepteurs et au niveau du système endocrine. Et puis, cette régulation, elle dépend d'un certain nombre de médiateurs, en particulier, merci beaucoup, en particulier donc au niveau de les apports en oxygène. Comme vous le savez, le fœtus, il vit dans un milieu qui est pauvre en oxygène et il va se mettre dans un milieu qui est plutôt riche en oxygène. Donc cette adaptation intervient aussi. Et puis il y a toute la partie du monoxyde d'azote qui est libérée au moment des premières inspirations. Et donc toutes ces manifestations, puis les besoins en organisme, parce que les besoins vont changer de manière radicale. En anténatal, les besoins sont limités aux organes nobles et en postnatal, le tube digestif va se mettre en marche, la peau va se mettre en marche parce qu'il fallait se défendre contre le chaud, contre le froid, contre l'infection et ainsi de suite. Donc tout ça nécessite donc une partie du débit sanguin. Et donc quand on se base sur la tension artérielle, comme vous le voyez sur le schéma de droite, vous voyez qu'on se base souvent sur ce qu'on appelle la tension artérielle moyenne. C'est celle qui permet la circulation au niveau, particulièrement au niveau cérébral et au niveau des organes nobles. Et cette pression artérielle moyenne, comme vous voyez les écarts types entre les premières heures de vie, vous voyez là c'est l'âge de vie pendant les 3 premiers jours de vie, vous voyez que la tension artérielle moyenne, elle peut être particulièrement basse de manière physiologique.
Elle va augmenter progressivement en raison, bien sûr, de l'augmentation de la contractilité du myocarde et la baisse des résistances pulmonaires. Et donc, cette tension artérielle, c'est un marqueur à un moment donné, à la naissance, à H12, H24, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un marqueur particulièrement fiable sur du long terme. Et on prend habituellement comme tension artérielle minimale qu'on accepte, c'est la tension artérielle moyenne qui est égale à l'âge gestationnel, c'est-à-dire pour un enfant de 32 semaines, la moyenne doit être aux environs de 32 mm de mercure, c'est-à-dire entre 32 et 35 ou 36, c'est acceptable. Alors, quand on prend, par exemple, chez le nouveau-né prématuré, vous voyez, vous prenez un nouveau-né prématuré de 30 semaines. Vous prenez sa pression artérielle moyenne est égale à 30 mm de mercure. On va se dire, 30 mm, ça va, c'est acceptable. Mais quand vous analysez, en fait, cette moyenne, vous allez voir que la tension artérielle systolique, elle est très basse, à 32. La diastolique, elle est correcte à 25. On a une moyenne à 30, mais avec une systolique qui est très basse. Donc, il ne faut pas se contenter que de la moyenne. Il faut analyser la systolique et la diastolique. Vous prenez le deuxième exemple. Deuxième exemple, vous avez un prématuré, le même prématuré de 32 semaines. Et vous voyez une systolique qui est très bien, très très bien. La diastolique est très basse. Là, tout de suite, vous allez tous me dire c'est un canal artériel. Et vous avez raison, c'est un canal artériel ou une vasoplégie périphérique. Donc, vous voyez, la moyenne est un marqueur dont il faut se méfier et il faut lui donner juste la valeur qu'il mérite. Je passe sur le débit sanguin régional et ainsi de suite. Donc, quand on est dans une approche diagnostique, cette approche diagnostique, elle est basée sur deux éléments fondamentaux, qui sont soit les signes cliniques auxquels on est confronté, ou bien l'histoire qui va être... Voilà. Soit on a une histoire qui va nous orienter vers une pathologie anténatale qui existe, ou les signes cliniques. Et les signes cliniques, vous voyez très bien qu'on peut avoir soit une hypotension artérielle, soit une cyanose, soit donc un certain nombre d'éléments qui vont nous interpeller. Je passe rapidement pour ne pas vous faire perdre de temps. Voilà. Après, on arrive aux éléments d'exploration. Les éléments d'exploration, je vous ai dit, il y a la tension artérielle. Vous avez d'autres éléments qu'on appelle des explorations non invasives, ce qu'on appelle la NIRS, c'est-à-dire l'analyse superficielle de la microcirculation, en particulier sur celle qu'on utilise deux microcirculations, la microcirculation rénale et la microcirculation cérébrale par l'intermédiaire de capteurs. Et pour ces microcirculations, c'est une circulation capillaire. Et on exige à peu près une saturation de l'ordre de entre 70 et 85%. Quand elle est en dessous, ça veut dire que la microcirculation est altérée. La microcirculation est un reflet de la macrocirculation. Parce qu'on ne peut pas avoir une bonne microcirculation si on a une mauvaise macrocirculation. Donc, ce sont des éléments également d'orientation. Nous avons la clinique dont on a parlé, qui sont la tension artérielle, le temps de recoloration. Il y a un marqueur qui est très très bien, c'est la diurèse. Vous allez me dire, la diurèse, c'est difficile pendant les 12 premières heures de vie. C'est vrai. Pendant les 12 premières heures de vie, on ne peut pas se fier à la diurèse. Donc, on a un certain nombre de marqueurs qui vont nous aider. Mais par contre, on a d'autres marqueurs, par exemple les marqueurs biologiques, on a une acidose. Quand vous avez une acidose métabolique, c'est le reflet d'un métabolisme anaérobie. Ça veut dire que l'enfant ne s'oxygène pas convenablement. Et là, il va vous donner juste une orientation. Il ne va pas vous dire quelle est la cause. Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est l'intestin qui commence à déconner et vous avez à ce moment-là une entérocolite qui débute? Donc, ce sont des éléments, voilà. Et l'acidose métabolique, elle est reflétée par quoi? Par le pH et par lactate. Parce que vous avez des lactates élevés. Les lactates, ils peuvent être synthétisés au niveau du tube digestif, ou bien c'est le reflet d'une mauvaise circulation réelle. Vous pouvez avoir une bonne circulation périphérique avec un bon pH, avec des lactates élevés, et savoir vous orienter à ce moment-là vers l'intestin, enfin une entérocolite qui débute. Quand on veut explorer le débit cardiaque, on prend lequel? Le gauche ou le droit? Peu importe. Parce que pour le gauche, on est ennuyé par le canal artériel, pour le droit, c'est le foramen ovale. Mais vous prenez l'un ou l'autre, ils sont tous les deux, parce que de toute façon, ce qui sort du gauche va vers la droite et vice-versa. Donc il n'y a rien qui se perd, vous prenez celui que vous pouvez. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On se base sur les éléments qu'on a, on se base sur la clinique, sur l'acidose métabolique, sur l'acide lactique qui va être augmenté, et surtout sur l'échographie cardiaque. Et c'est ça dont j'ai envie de parler. Hassan, tu as quelque chose à dire? Viens ici, viens. C'est interactif. Hein.
C'est interactif. C'est interactif et je voulais dire à Mustapha en même temps, de dire à tout le monde, je le dis à tout le monde, c'est-à-dire que quand vous voyez une tension, vous ne traitez pas une tension. Oui. Il y a trop de remplissage. On voit la tension, l'enfant va très très bien, le temps de recoloration est parfait parce que c'est la microcirculation, on se retrouve en train de des remplissages énormes. Ce n'est pas la solution de son plus que c'est une vasoplégie et comme on disait avec mon ami Patrick Daoud, l'hydrocortisone parfois aide à passer ces caps sans qu'on ait à... Il faut l'avoir malheureusement actuellement, j'ai appelé la DMP, la direction de médicaments, parce que c'est en rupture. Mais c'est un médicament qui est exceptionnel et qui est très important, et même qu'il y a des études de mettre systématiquement les enfants sous hydrocortisone durant les 7 premiers jours. Donc d'où l'importance de ce produit-là. Donc c'est interactif. Merci beaucoup Hassan pour ces compléments d'information auxquels je me souscris complètement. Donc quand on veut faire de l'écho cardiaque, particulièrement ceux qui ont fait un petit peu d'écho d'adulte, il faut savoir que la particularité du nouveau-né et du nourrisson, c'est quand même assez différent. Pourquoi? Parce que le nouveau-né, c'est tout petit. Donc la profondeur est très faible. D'une part. D'autre part, ils sont très tachycardes. Et troisième élément, c'est que vous travaillez dans des conditions, entre guillemets, excusez-moi, vétérinaires. Ça veut dire qu'un bébé, vous ne pouvez pas lui dire de se mettre sur le côté droit, sur le côté gauche, de se calmer, et ainsi de suite. Donc, vous êtes obligé de travailler avec un enfant qui s'agite, qui pleure, qui hurle, voilà. Et donc, du coup, il faut aller vite. Il faut aller vite, d'une part. D'autre part, comme vous avez une profondeur qui est très, très faible. Si vous utilisez des sondes de l'adulte de 5 MHz ou 3 MHz, à ce moment-là, vous avez de très très mauvaises images. Et donc celui qui veut le micro, il est là. Hein. Donc à ce moment-là, vous êtes amené à utiliser des sondes rapides. Alors actuellement, il y a des sondes, ce qu'on appelle à balayage, qui ont une gamme très très large, qui passe par exemple de 5 à 12 ou 15 MHz. D'une part. D'autre part, plus l'enfant grandit et plus vous avez besoin de sondes plutôt lentes parce que la profondeur est importante et vous ne pouvez pas avoir un très bon rendement. Dernier élément, c'est que l'écho 2D, elle me permet deux choses. Premièrement, regarder l'architecture et deuxième élément, regarder la fonction. L'écho Doppler, je n'en parlerai pas cette fois-ci, ça sera la prochaine fois quand on fera le prochain atelier, je vous parlerai de la couleur, que ce soit la couleur, que ce soit le continu, que ce soit le pulsé, d'accord? Donc cette fois-ci, ça sera juste une initiation. Sans trop tarder, je vais passer à l'écho. Quand on commence une échographie cardiaque chez le nouveau-né, contrairement à l'adulte, il a un certain passé, donc on ne cherche pas si le cœur est bien situé ou non. Chez le nouveau-né, on cherche toujours si le cœur est bien situé. Dans 99% de cas, il est situé à gauche. Dans 1% des cas, au moins, il est situé à droite. Et c'est très important à savoir parce qu'après, on ne peut pas savoir quelle est l'oreillette droite, l'oreillette gauche, et ainsi de suite. D'une part. D'autre part, vous avez également... Voilà. Donc... C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Toc, toc. Voilà. Donc là, on situe le cœur. Pour situer le cœur, vous allez voir, on se base sur le foie qui est toujours à droite. Donc on a le foie et on se base sur deux vaisseaux. Et sur la colonne vertébrale, ça c'est le rachis, donc c'est la colonne vertébrale. On a la veine cave supérieure qui se projette à droite au niveau du foie, et vous avez l'aorte qui se projette à gauche du rachis. Là, on est en situs solitus. Il faut faire très attention à la projection de l'aorte. Vous allez voir, je vais refaire, vous allez voir que les vaisseaux, voilà, ils vont se contracter. Voilà, donc vous allez, voilà. Une fois qu'on a projeté à ce niveau-là, on va regarder cette fois-ci le foramen ovale. Là, on est en position sous-costale et nous avons à ce moment-là, de ce côté-là, vous avez l'oreillette gauche, vous avez l'oreillette droite et vous avez un foramen qui, vous voyez, il passe de gauche à droite. Donc on est dans des
pression plutôt correcte avec un shunt qu'on appelle gauche-droit au niveau du foramen ovale, avec un foramen ovale qui est correct. Quand on regarde à l'écho, on a besoin, juste après, quand on a fait le situs, on a envie de savoir si notre enfant est bien rempli. Tout à l'heure, Hassan va parler de trop de remplissage. C'est vrai, il y a trop de remplissage. Quand on est perdu, on fait des remplissages. Et vous voyez, pour pouvoir à ce moment-là savoir si votre enfant a besoin d'un remplissage ou non, vous allez regarder votre cave inférieure et votre cave supérieure. Et si vous avez l'oreillette droite, vous avez la cave supérieure, vous avez l'oreillette gauche, vous avez votre cave inférieure. Et là, la même chose, vous allez regarder. Hop, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, oui, si. Vous voyez, donc vous avez votre oreillette droite qui est là, vous avez votre, ça va trop vite, j'ai essayé de ralentir, je ne peux pas ralentir plus, donc ce que je vais faire, voilà, donc vous avez, hop, je recommence, vous avez l'oreillette, la 20 cave inf, la 20 cave supérieure, vous avez l'oreillette gauche et vous avez le septum interauriculaire que vous allez voir ici avec le foramen ovale qui chante gauche-droite parce que vous voyez le foramen ovale, vous allez voir, hop, il passe hop dans l'autre sens. La même chose, là, c'est un enfant qu'on a vu chez Hassan, donc à Rabat, la Ménara. Vous voyez cet enfant, il a une veine cave inférieure qui est très dilatée. Il a une veine cave supérieure là qui est très dilatée, une oreillette droite qui est très dilatée. Donc ce sont des signes de défaillance cardiaque droite. Et quand on regarde après, cet enfant avait une surcharge pulmonaire, donc il avait une défaillance cardiaque droite et gauche. Donc vous voyez, cet enfant a eu tout de suite des inotropes et on n'est pas passé par la case. Voilà. Une fois qu'on a regardé les pressions de remplissage, on va regarder quelle est la cause. La première incidence que vous allez faire, que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la coupe des 4 cavités. 4 cavités, ça veut dire que vous allez, donc de ce côté-là, on est toujours à droite parce qu'on passe par le foie, donc là c'est le foie, on est toujours à droite, donc là on a l'oreillette droite, l'oreillette gauche, le ventricule droit, l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Alors, comment on fait la différence? Vous savez très bien que le ventricule gauche est triangulaire et très charnu, très épais, alors que le ventricule droit, excusez-moi, très épais et triangulaire. Le ventricule gauche qu'on a toujours décrit en sous forme de banane, donc arrondi, et il a une paroi qui est fine. Vous avez le septum interventriculaire, le septum interauriculaire. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas parler de CIA sur cette image-là parce que on n'est pas aligné sur le septum interauriculaire sur cette coupe-là. Donc il faut toujours se méfier. Vous avez l'oreillette droite, l'oreillette gauche, et là vous pouvez dire juste que vous avez les 4 cavités. Vous ne pouvez pas parler ni de CIV ni de CIA si vous n'avez pas de couleur. Donc c'est la couleur qui va déterminer dans quel sens vous allez. Voilà, donc là vous voyez, c'est une coupe 4 cavités où vous avez l'oreillette droite, l'oreillette gauche, le ventricule droit, le ventricule gauche triangulaire et plutôt en banane. Et vous voyez les mouvements aussi, on part sur cette image de 4 cavités, on voit les mouvements donc des valves avec le flux qui va dans le sens oreillette gauche, oreillette droite, ventricule droit. Quand vous avez des fuites, à ce moment-là, vous pouvez les voir quand il y a des fuites. Donc là, on va voir ces images-là. Vous voyez, là, on est en 4 cavités. On va continuer, on va bouger un tout petit peu. On passe en 5 cavités, puisqu'on va voir dégager l'aorte. Voilà. L'avantage de cette 5e cavité avec l'aorte qu'on va dégager, c'est qu'on peut faire un Doppler sur l'aorte qui va nous donner une idée sur le débit cardiaque. Voilà. Tout ça, on va le voir tout à l'heure sur le mannequin. Après, on a l'image, une fois qu'on est passé de la 4 cavités, on va prendre une image qu'on appelle sagittale grand axe. L'avantage de la sagittale grand axe, vous voyez, on coupe le cœur dans le sens sagittal. Nous avons l'oreillette gauche avec les valves mitrales. Vous avez le ventricule gauche qui est très allongé. Vous avez ici le sinus de Valsalva avec le début de l'aorte. Et vous avez ici le ventricule droit. Et vous avez l'artère pulmonaire qui va descendre derrière. Donc là, on va voir quoi? On va voir déjà l'oreillette gauche, comment elle est. Est-ce qu'elle est pleine ou non? On va voir le ventricule gauche, est-ce qu'il est rempli et comment il se contracte? Et on va voir le ventricule droit, est-ce qu'il est bien équilibré par rapport au gauche ou bien il l'écrase? Et on peut voir également les artères pulmonaires, si elles fuient ou non. Là, sur cette image-là, vous allez voir, voilà, vous avez donc un ventricule, une oreillette gauche qui se contracte bien, vous avez des valves mitrales qui sont là, vous avez un ventricule gauche qui se contracte bien,
Vous avez voilà, le ventricule gauche qui se contracte bien, vous avez une aorte qui se ferme et qui s'ouvre. Vous voyez de temps en temps le signal de l'aorte, vous voyez un truc blanc, voilà, ça s'ouvre, ça se ferme. Vous avez le ventricule droit qui est là. Et donc vous avez à ce moment-là une fonction VG qui est plutôt correcte, qui est plutôt normale. Une fois qu'on est là, donc à partir de là, on va tourner, excusez-moi, on va tourner de 90 degrés. Donc là, on était en coupe sagittale dans ce sens-là. Je vais vous montrer tout à l'heure sur l'écho. On va tourner dans ce sens-là, de 90 degrés, et on va se retrouver avec ce qu'on appelle une coupe apicale petit axe. Petit axe, on se retrouve avec à ce moment-là sur les gros vaisseaux, l'aorte au milieu et l'artère pulmonaire. Et ça donne ça. Ça donne donc une aorte au milieu qui est là. Alors je recommence. C'est pas ça. Voilà. Je reprends, vous avez l'aorte au milieu, vous avez l'oreillette gauche en dessous, et progressivement, vous avez le ventricule droit qui est là, et le ventricule gauche qui est là. Ici, vous avez le septum interauriculaire, et sur cette coupe-là, on a ce qu'on appelle la géométrie septale. Vous avez oreillette gauche, l'oreillette droite, et vous avez la géométrie septale. Cette géométrie septale va nous dire quoi? Elle va nous dire que le ventricule gauche est bien arrondi, il n'est pas écrasé par le ventricule droit, donc on n'a pas d'HTAP. L'HTAP, c'est quoi? C'est la pression au niveau du ventricule droit supérieure à celle du ventricule gauche, ou elle est égale au ventricule gauche. Donc là, on a ce qu'on appelle une géométrie septale qui est correcte, avec une petite HTAP physiologique, ce qu'on appelle un infrasystémique, un type 1, tout simplement. Donc, on verra ça tout à l'heure sur le mannequin. Et quand on est confronté à une situation d'HTAP, le traitement, c'est quoi? C'est le monoxyde d'azote. Depuis peu, chez Arabash et Hassan Afilal, donc on a acquis un appareil qui est là, qui délivre le monoxyde d'azote sans bonbonne de monoxyde d'azote. Ça veut dire que la machine elle-même génère, à partir de l'air ambiant, elle va générer du monoxyde d'azote en aspirant l'air, en le faisant passer sur des espèces de multiples filtres. Elle ne garde que le monoxyde d'azote. Avec cette machine, on peut passer de 3 ppm, particules par million, à 80 particules par million. Donc on a été testé sur 3 ou 4 malades, et sur les 3 ou 4 malades qui étaient en HTAP suprasystémique avec une hypoxémie réfractaire, donc on n'a pas, en tous les cas, depuis qu'on a cet appareil, moi je l'ai utilisé sur les 3, je n'ai pas utilisé une seule bonbonne de monoxyde d'azote, donc j'utilise cette machine qui marche. Pour le moment, avec Hassan, donc on la met en phase de test sur plusieurs patients, de façon à pouvoir la faire valider, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous fait gagner énormément de temps et surtout d'argent aussi. Voilà, donc quand on est, tout à l'heure on était en apical grand axe, on tourne, on se retrouve en apical petit axe, on a l'aorte au milieu, on a l'oreillette gauche, l'oreillette droite, le ventricule. Donc le cœur, il tourne comme ça, comme un escargot. Vous avez, alors comment on reconnaît l'aorte? On la reconnaît par un signe très particulier qui est le signe de Y ou le signe de Mercedes. Vous avez les sigmoïdes aortiques qui sont là. Vous avez 3 cusps, 1, 2, 3, et qui sont divisés comme ça. Si vous faites ça, ça fait un Y. Oreillette gauche, oreillette droite, avec le septum interauriculaire, ventricule droit, les 2 artères pulmonaires qui vont se diviser à ce niveau-là. Après, quand on bouge un tout petit peu le transducteur, on se retrouve à ce moment-là dans une situation où on a l'aorte, avec la crosse de l'aorte, avec le tronc artériel brachio-céphalique, enfin la sous-clave droite, le tronc artériel brachio-céphalique, la sous-clave gauche, et la carotide gauche et la sous-clave gauche, excusez-moi. Voilà, donc la même chose, vous voyez, hop, non, c'est pas ce que je voulais faire, tout. C'est ça. Donc, ça, c'est un test pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Un qui répond. Vite, 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 vite. Personne n'a répondu. Donc, hop, je remets et je vous explique. Tout simplement, cette image est dans quelques instants. Donc là, on est en situs. Donc en situs, on est en sous-diaphragmatique. On a vu tout à l'heure l'aorte est là. On bouge un tout petit peu le transducteur, on passe. Ah, ça va trop vite. C'est l'inconvénient de. Hop. Alors ce que je vais faire passer image par image. Je reviens à 0 et je vais passer image par image. Toc. Alors, un tout petit peu de patience. Ah.
sais même pas comment on fait pour revenir en arrière. Alors, je déclenche de nouveau. Donc là, on est en situs. Vous avez l'aorte, vous avez la veine cave sup, vous avez le rachis, vous avez le foie. On est en situs solitus. Je bouge un peu le transducteur vers le bas. Hop. J'ai l'oreillette gauche, l'oreillette droite, le septum interauriculaire avec le foramen ovale. Je continue. Toc, je vais regarder. J'ai le foramen ovale qui bombe de gauche à droite. Ça veut dire que les pressions systémiques sont supérieures aux pressions pulmonaires. Ça veut dire qu'il y a un début d'adaptation qui se fait convenablement. Je continue. Hop, j'ai l'oreillette droite, j'ai le bout du ventricule droit que je vois ici, j'ai le ventricule gauche qui est bien arrondi, je n'ai pas d'épanchement péricardique, j'ai ici le sinus de Valsalva, là où sortent les coronaires. Vous voyez, sortent les coronaires. Je continue. Hop, j'ai l'aorte qui sort, vous avez le ventricule gauche, vous avez l'aorte qui sort, j'ai mon oreillette droite, j'ai ma veine cave supérieure qui est là, que je peux suivre, hop. Et voilà. Donc, vous voyez, donc je peux passer d'une situation à une autre, et voilà. Et là, j'ai une belle crosse de l'aorte, je la suis dans sa totalité, et ça continue. Passe à la suivante, là, la même que vous avez vue tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez, hop, l'oreillette gauche, l'oreillette droite, le septum interauriculaire, et vous avez à ce moment-là le flux entre les deux. Là, vous avez vu qu'il y a deux flux, un flux rouge et un flux bleu. Donc, j'ai ce qu'on appelle un shunt bidirectionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une hypertension artérielle presque isosystémique, c'est-à-dire que de temps en temps, le shunt se fait à gauche quand il est rouge, c'est-à-dire vers la sonde, et il revient, donc il se fait de l'oreillette gauche vers l'oreillette droite et de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche, et ainsi de suite. Ça veut dire que mon septum interauriculaire, il fait ça. Il n'est pas bombé que d'un seul côté, donc il pousse de temps en temps vers la droite, de temps en temps vers la gauche. D'accord? Donc ça, c'est une zone, c'est une phase de, vous voyez, hop, là, vous voyez, c'est l'inverse. Vous avez vu tout à l'heure que vous avez votre septum qui bombe que dans un seul sens. Voilà, donc la 4 cavités, je vous ai montré tout à l'heure, on peut à ce moment-là faire de la couleur et voir l'aspect des valves. Vous voyez des valves, là ce sont les valves mitrales qui sont fines, avec un flux où il n'y a pas de fuite. La même chose, donc on peut regarder sur ces valves-là, de temps en temps, on a quelques petites fuites, mais elles peuvent être physiologiques sur la tricuspide. Je me dépêche parce que j'ai presque fini. Donc là, hop, je refais celle-là, hop. Alors, vous avez remarqué tout à l'heure que les valves mitrales étaient très très fines et elles avaient un mouvement extrêmement fluide et un très beau mouvement. Et là, vous allez regarder, c'est un malade également qu'on a vu chez Hassan. Vous allez regarder, vous voyez les valves, regardez. Les valves ne s'ouvrent pas complètement. Donc là, vous avez deux valves. Hop. Là, vous avez la valve, la grande valve mitrale et la petite valve mitrale. Et vous avez à ce moment-là, la valve mitrale, elle n'est pas fine. Il y a une espèce de dysplasie au bout de la valve mitrale. Elle est trop lourde. Quand vous voyez le mouvement de la valve mitrale, vous voyez qu'elle tape, alors qu'une valve ne doit pas taper, elle doit aller tout doucement. Donc là, vous allez remarquer qu'elle va taper avec un mouvement saccadé. Vous voyez, tac, tac, tac. Vous voyez comment elle tape? Donc ça, c'est pas normal. Et vous avez une valve qui est dure, qui est au bout. On a l'impression qu'elle a un marteau au bout, ce qui n'est pas normal. D'accord? Donc c'est une dysplasie valvulaire, donc qui existe aussi. Je pense que je vais m'arrêter là pour peut-être que ça. Là, la même chose, vous voyez, c'est une fuite mitrale chez le même patient. Vous avez vu que vous avez un flux qui est rouge et en même temps, vous allez avoir un double flux qui était bleu, voilà, qui est bleu, qui revient par moment. Il est minuscule, il est là, voilà. Un petit flux bleu, il n'a pas à être là sur une mitrale, parce que les valves sigmoïdes aortiques et les mitrales sont des valves à haute pression, il ne doit pas y avoir du tout de flux. Alors que là, c'est une tricuspide, et la tricuspide, c'est physiologique d'avoir un petit reflux sur la valve, parce que ce sont des valves à faible pression. Ici, je vais vous montrer cette image-là. Qu'est-ce que vous allez regarder? Ben
C'est une image qui ne veut rien dire. Et quand ça, c'est une image que vous ne pouvez pas interpréter, parce qu'on peut considérer ça comme étant ce qu'on appelle apical grand axe. Apical grand axe, elle ne veut rien dire. Alors que quand vous regardez le même patient fait, parce que là il bouge, fait 2 secondes après parce qu'il est calme, là vous allez voir un ventricule gauche. Vous voyez? Un ventricule gauche, vous avez une comment il s'appelle, une oreillette gauche, vous avez un ventricule gauche, vous avez ici un très beau sinus de Valsalva, vous voyez, vous avez un mouvement des valves que vous pouvez analyser, vous pouvez tout analyser. Ici, vous ne pouvez rien analyser, vous ne pouvez rien dire parce que le malade bouge et vous avez un amalgame de tout, alors que là, il faut, c'est comme la radio, il faut que l'écho soit bien, vous allez voir, à un moment, on va voir un beau alignement. Voilà, on commence à s'aligner, au bout d'un moment, hop. Voilà. Donc, il faut toujours interpréter les images de manière... Enfin, c'est-à-dire il faut avoir des belles images qu'on peut interpréter. Si les images ne sont pas belles, on ne peut pas interpréter. Je continue là-dessus. Voilà. Ça, vous voyez une image, la même chose. Vous voyez, sur la même image, on est passé du grand axe au petit axe. Je fais répéter cette image. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit, on peut passer d'une image de sagittal grand axe vers le petit axe en tournant de 90 degrés. Et là, vous allez voir, je suis en sagittal grand axe, où vous voyez l'oreillette gauche qui est là, le ventricule gauche qui était là, et là, c'est l'aorte. Je continue. On va tourner un petit peu, vous voyez, on va apparaître le septum interauriculaire avec l'oreillette droite ici. Là apparaît le ventricule droit et déjà le début de l'artère pulmonaire. Et là, on a l'artère pulmonaire dans sa totalité qui commence à se bifurquer en 2. Et vous voyez, donc là, en 2 secondes, vous avez vu, et on voit même ici, on a vu, si vous faites attention, vous allez voir la coronaire droite et la coronaire gauche, elles sortent toutes les deux de l'aorte. Donc vous avez, en 1 seconde, vous avez fait le diagnostic de votre remplissage, votre fonction VG, votre canal artériel s'il existe, et votre implantation des coronaires, est-ce qu'elles sortent de l'aorte ou non. Donc c'est quelque chose, mais franchement, très rentable, l'échographie. Je ne vais pas m'arrêter là, je vais passer sur le mannequin, comme ça on va pouvoir gagner du temps. À ce stade-là, est-ce que vous avez des questions, monsieur le modérateur? Donc, on va prendre quelques questions le temps qu'on installe le mannequin parce qu'il faut changer de câble. Oui. Donc, il est très important de procéder à l'échographie, avoir un matériel adapté, c'est très très important, et ne pas remplir abondamment, je dirais, parce que plusieurs fois, ce n'est pas justifié. Non, on ne va pas passer à la partie pratique. Tu n'as pas la projection encore? Vous n'avez pas encore la projection. Merci. Non, c'est bon. Parfait. Donc, le mannequin, voilà. Shukran, Moulidine. Donc, le mannequin est équipé d'une sonde, comme une sonde habituelle, donc une petite sonde, et vous avez un certain nombre de scénarios. Donc, on choisit un scénario. On va prendre un scénario, par exemple, là, il me dit 2 jours avec un souffle. OK, je sélectionne celui-là et il va télécharger, vous voyez, et je commence méthodiquement en mettant mon transducteur, vous voyez, juste en dessous du diaphragme. Oui, je sélectionne bien sûr ce que j'ai envie de sélectionner, c'est-à-dire le 2D. Et à ce moment-là, je pose mon hop. Regarde si c'est allumé. Je pense que c'est allumé. Oui, c'est allumé. Hop, il y a quelqu'un qui est touché au câble. Je suis wacker, tu fais le câble.
je pense. Oui. Donc, je sélectionne le 2D et hop. Non, c'est... Bah, j'ai pas encore le cœur, donc je vais peut-être changer de... Voilà. Donc, il me donne le cœur et je pose ma sonde de manière perpendiculaire. Alors. Pourquoi il clignote? Qu'est-ce que tu as fait tout à l'heure? Tout à l'heure, il est... C'est comme Donc, tout à l'heure, c'est comme tout à l'heure. Exactement. Vas-y. Je suis désolé, vous êtes la première promo de subir le mannequin. Donc, Ça marchait tout à l'heure. ça marchait, bien sûr. Ça marchait même plus avant, parce que je l'ai testé avant de vous faire subir ça. Alors là, on va sélectionner la 2D. On va prendre n'importe quel patient. On le sélectionne. Et on prend la 2D. Et logiquement, oh, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Interférence. Voilà. Donc, je pose ma sonde perpendiculairement à l'axe de l'enfant avec le bouton rouge qui regarde du côté droit ou du côté gauche en fonction de mon transducteur. Là, mon transducteur, il me dit qu'il faut qu'il soit à gauche. Donc, je le mets à gauche. Je pose ici. Je vais, à ce moment-là, une fois que j'ai posé ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une fois posé ici, je vois... On ne voit pas j'aurais besoin du pointeur. Alors, vous arrivez à voir? Ketchoufou, la maquette choufou. Donc, l'image est moins belle, bien sûr, parce que c'est un mannequin, parce que c'est du plastique, parce que sur l'être humain, c'est beaucoup plus beau. Donc, perpendiculairement, je me pose. Une fois que je me suis posé, toc, je vais à ce moment-là regarder l'inverse, puisqu'il me dit ça. Je vais avoir mon foie que vous voyez à droite, là-bas. À l'intérieur du foie, vous avez un vaisseau qui est légèrement à gauche, qui est la veine cave inférieure, et à gauche, thank you. Voilà. Ici, vous avez le foie, ici, vous avez la colonne vertébrale, et ici, vous avez à ce moment-là l'aorte qui est là, qui est à gauche, qui est en situs solitus. Je descends, regardez ce que je fais avec ma sonde, j'allonge ma sonde doucement, 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 doucement. Vous voyez, j'ai allongé ma sonde tout doucement. Et sur l'image ici, la même chose ici, vous allez suivre donc le mouvement de la sonde. Et là, je vais aller en suivant le mouvement de la sonde. Hop. Là, vous voyez ma sonde, comment elle est. Il faut regarder ici sur l'image du cœur. Parfois, le transducteur, vous voyez là, vous voyez ça, c'est le transducteur. Quand je le bouge, hop, voilà, je coupe le cœur dans ce sens-là, au sens longitudinal.
Et là, vous voyez, en le coupant dans ce sens-là, j'ai l'image de 4 cavités. Vous avez le rayette gauche, le ventricule gauche, le rayette droite, le ventricule droit, le septum interventriculaire, le septum interauriculaire. Vous avez les valves mitrales, vous avez les valves sigmoïdes, les valves tricuspides. Ok, je tourne. Voilà, là on les voit. Alors, là, vous voyez ici sur le cœur comment je coupe. Voilà, je balaye, je bouge. Alors, c'est très, très sensible. Dès que vous bougez un tout petit peu, donc il met un petit peu de temps. Là, je me mets en coupe, vous voyez, grand axe. Ici, sagittal grand axe, puisque je coupe le ventricule gauche. Vous voyez ici mon ventricule gauche, vous voyez ici l'oreillette gauche, vous voyez ici les valves mitrales et on a la chambre de chasse du ventricule gauche. Je rappelle qu'à droite, il n'y a pas de chambre de chasse, il y a un infundibulum pulmonaire et non pas une chambre de chasse. Voilà, donc je coupe mon cœur ici, je continue à tourner, vous voyez, je tourne de 90 degrés, hop, 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 et là, j'ai le ventricule gauche qui est arrondi, mais qui est aplati. Vous avez remarqué qu'il est aplati. Je ne vous donnerai pas le diagnostic, parce que moi, j'ai le cas clinique en face des yeux. D'accord? Voilà. Donc, regardez comment mon capteur, je le fais comme ça, je le pousse vers le cœur, vers la pointe du cœur. En le poussant vers la pointe du cœur, j'arrive à cette situation-là qu'on appelle l'image, donc, où vous avez le ventricule droit qui est en croissant autour du ventricule gauche qui est rond. Là, vous allez voir plusieurs choses. Vous allez avoir d'abord le septum interventriculaire qui est bien rond, qui est bien là. Vous allez voir les piliers ici sur lesquels se fixent les valves. Vous allez avoir ici, c'est triste, j'ai perdu le signal. Non, c'est dans l'autre sens que je dois aller. Voilà. Vous avez ici les piliers sur lesquels se fixent les valves. Et si je bouge un tout petit peu vers la pointe, vous allez voir les valves mitrales. Hop. Voilà. Vous avez la grande valve mitrale qui est en bas. Vous avez la petite valve mitrale qui est au-dessus. Et là, vous avez l'image qu'on appelle soit l'image du sourire, soit la bouche du carpe. C'est un mouvement d'une bouche d'un poisson qui s'ouvre et se ferme. Donc vous avez la grande valve mitrale et la petite. Et là, vous pouvez voir sur ces. Et si on fait un mode, ce qu'on appelle un mode temps-mouvement, un mode TM là-dessus, vous pouvez avoir à ce moment, vous pouvez calculer votre fraction de raccourcissement, votre fraction d'éjection sans aucun souci. Et là, on voit le ventricule droit qui est donc autour du ventricule gauche. Donc nous avons une pression artérielle pulmonaire qui est infrasystémique, puisque le ventricule gauche, même s'il est aplati, vous voyez ici, il est très bien rond, et ici il est légèrement aplati. Même s'il est légèrement aplati, il reste pas complètement droit. Donc je continue un tout petit peu vers le haut, vous voyez ma flèche, vers le haut, je continue vers la clavicule. Je continue vers la clavicule, donc j'ai perdu mon signal. Je reviens. On coupe petit axe. C'est un mannequin qui est très très sensible au niveau de manipulation, contrairement à l'être humain. Vous voyez, à chaque fois que je bouge, il met un certain... Voilà, je continue. Voilà, je monte vers la clavicule. Hop. Je suis sorti. Voilà, donc... Je change de scénario parce que j'ai pris un scénario qui est compliqué pour vous, qui est une hernie de coupole diaphragmatique avec les images qui sont de travers.
Alors, je vais prendre un qui est simple, celui d'une tachypnée. La même chose, donc on commence toujours par situer. Là, vous allez être habitué avec le situs. Donc, je vais regarder en dessous diaphragmatique les vaisseaux. Voilà, vous voyez le foie à droite, vous avez l'aorte qui est légèrement à gauche de la colonne vertébrale, ça c'est la colonne vertébrale, l'aorte légèrement à gauche. Si l'aorte elle se trouve ici, donc c'est un situs inversus. Je continue, je descends tout doucement, j'arrive toujours à cette image où vous avez l'oreillette gauche, l'oreillette droite avec un septum interauriculaire. J'ai le ventricule droit ici, j'ai le ventricule gauche qui est ici, j'ai des valves mitrales qui sont là, les valves tricuspides qui sont là. Je continue à allonger, vous voyez, je suis au moment droit, j'allonge doucement, j'ai l'oreillette gauche, l'oreillette droite, le septum interauriculaire, j'ai toc, 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 le ventricule gauche, vous voyez, il est bien contractile, il est bien charnu. J'ai l'oreillette droite toujours, avec la veine cave supérieure qui est là. J'ai le début de l'aorte, avec le sinus de Valsalva, où partent les coronaires. J'ai la crosse de l'aorte qui sort par là. Elle croise le ventricule droit, donc elle croise l'artère pulmonaire. Je ne suis pas en situation de TGV. J'ai le ventricule droit maintenant avec l'artère pulmonaire ici. Et vous voyez, j'ai les deux qui se croisent. Vous voyez, vous suivez l'aorte, la crosse de l'aorte. Je bouge comme ça. J'ai l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire va dans ce sens-là et vous allez voir que l'aorte va dans ce sens-là. Ils se croisent. Toc. Et vous allez voir, hop, et toc. Il y en a une qui descend et l'autre qui va la croiser. Hop, en faisant juste ce mouvement-là. Vous voyez, juste ce mouvement. Donc là, j'ai éliminé une transposition des gros vaisseaux. J'ai vu que mon ventricule se contracte bien. J'ai vu que mes 4 cavités sont équilibrées. Je passe à ce moment-là au niveau des 4 cavités qui sont là. Voilà, toujours. Donc je commence par mes 4 cavités. Une fois que j'ai situé mon cœur, j'ai l'oreillette gauche, le ventricule gauche, le ventricule droit, l'oreillette droite, le septum interauriculaire, le septum interventriculaire. Je passe à ce moment-là pour regarder la fonction de mon ventricule gauche, comment ça se passe. Donc à ce moment-là, hop, je me mets sur le sternum, vous voyez, et je me mets dans ce sens-là où je coupe le cœur. Je coupe le cœur dans ce sens. Voilà. J'ai l'oreillette gauche, j'ai les valves mitrales, j'ai le ventricule gauche, j'ai l'aorte avec les sigmoïdes aortiques, vous voyez, qui s'ouvrent et qui se ferment. J'ai le ventricule droit et j'ai les artères pulmonaires qui sont juste derrière. Si je bouge un tout petit peu comme ça, vous voyez, je vois la paroi du VG. Si je pars dans ce sens-là, je vais voir plutôt le VD. À partir de là, vous voyez, je tourne de 90 degrés. Je suis en petit axe. Je tombe toujours sur cette image du ventricule gauche bien rond, avec le septum interventriculaire, le ventricule droit autour. Ici, je monte un tout petit peu vers, voilà, je monte un tout petit peu vers la clavicule gauche cette fois-ci. Vous voyez, je vais voir quoi? Je vais voir une coupe qu'on appelle petit axe. Voilà, petit axe, je suis trop haut. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous, c'est compliqué sur le mannequin parce que, d'abord, on n'a pas l'image en temps réel. Elle met un certain temps avant de se télécharger. Alors, hop, normalement, voilà. Là, je suis monté trop haut parce que là, j'ai l'aorte qui est là, j'ai l'artère pulmonaire qui est là. Hop. J'ai la crosse de l'aorte, avec ici la crosse de l'aorte qui est là, que vous voyez. J'ai ici la carotide droite, j'ai ici le tronc artériel brachiocéphalique qui se divise en carotide gauche et sous-clavière gauche. Ici, j'ai la branche descendante, donc j'ai l'isthme plus la branche descendante de l'aorte.
Je reviens doucement. Un moment, je ne sais pas ce qui se passe. Ah. Oups. Il s'est passé quelque chose. Si. Il s'est mis en veille tout seul. Hop. Donc on était là. Vous voyez, donc on revient là-dessus, coupe apicale, petit axe. Hop. Donc, dans ce sens-là, sur le sternum, en regardant l'épaule, enfin la clavicule gauche. Là, quand je veux avoir la sagittale grand axe, je me mets sur le sternum en regardant l'épaule droite. Je vise l'épaule droite. Et à ce moment-là, vous voyez, je peux avoir ma coupe grand axe. Là, je suis passé en 4 cavités. Je vais avoir la coupe grand axe. Alors, voilà. Je coupe. Vous voyez la flèche? Je coupe le cœur. Il y a un décalage entre le moment où je pose mon transducteur et le moment où il capte. Je choisis un autre scénario. Je vais prendre... Ce sont tous des scénarios bien sûr pathologiques. Lui, c'est quelques heures de vie qui a une cyanose. Je commence toujours par situer le cœur, toujours. Ça, c'est une constante. Vous voyez, je situe le cœur. Qu'est-ce que vous voyez ici? Alors, je reprends. On est en situs solitus, oui. Quoi d'autre? Toc. Pas Patrick, pas Hassan, pas Nadia, pas Baba Khouya. Ceux qui n'ont pas l'habitude. Qu'est-ce que vous voyez ici? Si j'insiste beaucoup, là, on est dans le foie. Et vous avez ici la veine cave inférieure, ici. La veine cave inférieure, l'aorte, on est au situs solitus, le rachis. Ici, qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi ça? C'est quoi ça que vous voyez? Allez, les jeunes. Les veines sushépatiques, elles sont comment? Elles sont dilatées, elles sont grosses. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos pressions de remplissage, elles sont comment? Très hautes. Bravo. Donc à ce moment-là, je descends méthodiquement comme tout à l'heure. Je vais voir, vous voyez, je vais voir ma concordance, ce qu'on appelle la concordance. Est-ce que j'ai une concordance? Voilà. Ah, est-ce que ça concorde entre... Je suis désolé. Après, quand je serai bien entraîné, vous allez voir, il faut que j'enlève un peu ma main pour vous montrer la sonde, comment elle est. Donc, à ce moment-là, ça sera plus fluide. Donc là, on est en situs. Vous voyez, j'allonge un petit peu ma sonde. Là, peut-être que le scénario qui veut que je ne vois rien. Voilà. Et je me mets ici en coupe 4 cavités. Vous voyez, je me mets vers le mamelon en regardant la clavicule droite. Ah, on voit les 4 cavités. Ah là là, c'était bien ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc je me mets vers la pointe, vers le mamelon. Voilà. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez le ventricule gauche. Il est comment par rapport au droit? Dilaté. Votre septum, il va dans quel sens? De gauche à droite. Bravo. Vous voyez votre oreillette droite, elle est comment? Elle est grosse par rapport à l'oreillette gauche. D'accord? Donc on a des valves qui ne s'ouvrent pas complètement, vous voyez?
Les valves, elles sont moins fines, elles ne s'ouvrent pas complètement des deux côtés. Et hop, et on a l'impression que, voilà, le ventricule droit, il est bien plein et avec un mouvement du septum qu'on appelle en essuie-glace, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Vous voyez, le septum interventriculaire, il va une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ici, on a l'impression, ce sont des impressions. Vous n'avez pas de couleur, vous ne pouvez rien dire. Qu'il se passe quelque chose là et peut-être quelque chose là. Peut-être. Donc, à voir. Donc là, je vais bouger un tout petit peu pour regarder ma 5 cavités. Donc, j'étais en 4 cavités. Je bouge un tout petit peu. Je vois ma 5 cavités. Ici, j'ai l'aorte. L'aorte, elle est bien, avec un sinus de Valsalva qui est bien. Je vais pouvoir, à la limite, si j'arrive à la dégager convenablement, faire presque un Doppler dessus pour calculer mon débit cardiaque, mais je vais directement vers une apicale grand axe pour regarder ma fonction VG. J'aimerais bien avoir cette apicale grand axe pour ma fonction VG. Hop. C'est beaucoup plus simple chez l'enfant. Vraiment, par rapport au mannequin, c'est compliqué chez le mannequin. Hop. Alors, il faut que je trouve la bonne incidence. Ah là là. Alors, chez l'être humain, parce que vous avez bien sûr du gel, vous avez un mouvement de sonde qui est beaucoup plus simple par rapport... Là, j'ai une crosse de l'aorte que j'arrive un petit peu à dégager, mais pas entièrement. Et j'ai besoin de voir une apicale grand axe pour avoir... Là, j'ai une petite axe. Dans cette petite axe, j'ai l'aorte au milieu avec le signe du Y. J'ai ici, vous voyez, l'oreillette gauche qui est là. Hop, 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 c'est parti. C'est pas moi qui bouge beaucoup le transducteur, c'est vous voyez les images, les flèches, elles bougent parfois avec du retard. Hop, hop, hop. Je ne sais pas ce que c'est comme scénario, je ne l'ai pas lu jusqu'au bout, mais à mon avis, s'il est bleu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a une hypoplasie de quelque chose. Là, on a l'aorte. On a peut-être une sténose au niveau de l'artère pulmonaire. Peut-être. Parce que l'artère pulmonaire, elle est toute petite ici par rapport à la taille de l'aorte, alors qu'on est presque au niveau de l'infundibulum de l'aorte. Donc, là, il se passe quelque chose. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Vous avez vu le principe. Toujours, enfin, à moins que monsieur le modérateur me demande de faire un autre cas clinique. On a encore 10 minutes. 10 minutes, parfait. Je fais un autre scénario.
je vais prendre quelque chose d'assez simple. C'est un petit de 7 jours qui a un retard de croissance intra-utérin. Vous voyez là-bas votre scénario qui il vous donne un aperçu, bien sûr. Donc, toujours de manière systématique, situs, je situe. Vous voyez, je situe, je vois, une fois que j'ai situé, vous... Alors, c'est quoi ça? Allez, c'est le rachis. C'est quoi ça? La vincave, c'est quoi ça? Parfait. Hop. Pourquoi j'arrive pas? Ah bon, je vais aller là. C'est quoi ça? Allez, 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 allez. Là. 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 Parfait. Vous êtes formidable. Je suis très fier de vous. Là. Aorte, bravo. Bravo. Impeccable. Donc, je pense que dans 6 mois, vous allez être tous autonomes au niveau... Bah, 1 an, allez, 1 an. Comme ça, je ne foutrai pas le stress. Le plus grand problème de l'écho, c'est... Voilà, donc vous avez une cavité qui, avec les cavités bien équilibrées, il y a pas, vous avez un septum qui est droit, qui ne fout pas le bazar. Vous avez des valves qui bougent bien et... Hop, nous avons à ce moment-là, hop, je vais aller en apicale au niveau du sternum. Je vais essayer d'avoir une apicale grand axe. Je pense que je l'ai. Toujours la quête cavité. Non, ça c'est une petite axe. Petit axe mal foutu. Voilà. Alors, c'est un petit axe mal foutu. Ça, c'est quoi? Ok, bravo. Alors, je suis de travers, donc il faut que je change, parce que sinon, je vais vous induire en erreur. Voilà. Ah, c'était très bien. Allez, ça, c'est quoi? La paix. Et là, c'est quoi? Oui, et là, c'est quoi? C'est comme la paix. C'est la paix droite. Et là, c'est la paix gauche. Sur cette coupe, qu'est-ce que vous cherchez? Bravo, un canal artériel. OK, là, hop. Vous voyez, je bouge la sonde, je suis au même endroit, je bouge la sonde dans ce sens-là. Là, qu'est-ce que vous voyez? Non. Je n'ai pas de canal parce que je n'ai pas de Doppler. Donc, vous n'avez pas... C'est quoi? Le VG, très bien. Avec quoi? Ici, les trucs blancs qui bougent à l'intérieur. Non, ce n'est pas les valves. Les piliers, bravo. Et là, vous avez quoi? Là, il y a quelqu'un qui a dit les valves. C'est maintenant que vous avez les valves. Et les valves, elles ont un mouvement qui n'est pas très beau sur cette image-là. Elles ne s'ouvrent pas complètement. Vous avez la grande valve et la petite valve qui ne bougent pas complètement. Vous n'avez pas le vrai sourire de la valve. D'accord? Hop. Donc, la pression sur votre géométrie septale, elle est comment? Votre septum, il est comment? Il est légèrement aplati. Donc, vous avez une toute petite part de HTAP avec un ventricule droit qui est là, qui écrase votre ventricule gauche. OK? Je vais tourner de 90 degrés. Là, vous avez quoi? C'est quoi? C'est logé. Et là, c'est quoi? Non, le VGI, là. Là. Mitral. Là, c'est quoi? Là, c'est quoi?
très bien, c'est parfait. Comment vous êtes fort! Franchement, vraiment bien. Hein. Là, je suis revenu toujours à mon ventricule gauche. Donc, je tourne. Vous voyez, je tourne de 90 degrés. Voilà. Tout à l'heure, j'étais là en train de regarder avec la partie lumineuse qui est sur le sternum, qui regarde la clavicule gauche. Et là, je tourne dans ce sens-là où je regarde la clavicule droite. L'épaule droite. Je n'ai plus, voilà, le signal est parti, mais il va revenir. Voilà, donc je me mets là, je regarde l'épaule droite. J'ai une image du grand axe. OK? Alors, si je me mets ici, vous voyez, en sous-costal. En sous-costal, tout à l'heure, j'étais comme ça perpendiculaire à l'axe de l'enfant. Et là, j'ai les vaisseaux que vous avez vus tout à l'heure avec le situs. Je tourne de 90 degrés, je me mets là, au même endroit. Et là, à 90 degrés, je vais voir une image petit axe avec l'aorte ici, l'oreillette gauche ici, l'oreillette droite ici, le septum interauriculaire ici. Donc vous voyez, à partir de là, je peux faire en sous-costal. Là, c'est quoi ça? Allez, VG, avec quoi d'autre? On voit les trucs blancs qui sont à côté de chaque côté. Les piliers. Au-dessus du VG, vous avez quoi? Là, en croissant. Le VD, vous avez le septum. Oui, très bien, vous avez le septum et au-dessus du septum, vous avez le VD. Donc vous voyez, je suis là, dans le sens inverse du tourné de 90 degrés par rapport à la position du situs. Et voilà. Mais attends, avant de capter. Et voilà. Donc j'arrive à faire ce que je veux par voie sous-costale. Hop. Voilà. Donc, Si. Tu as raison, on doit voir l'aorte qui est là. Attends. Parce que l'aorte, elle est là, on la voit à peine. Attendez, je vais juste vous la dégager. Ça, vous allez voir l'aorte abdominale. Hop, on va la dégager tout de suite. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est le VG. Là, vous avez le VD. Là, vous avez les valves pulmonaires. Vous avez l'artère pulmonaire droite, l'artère pulmonaire gauche. Et là, c'est le ventricule droit qui va dans l'artère pulmonaire. Et ici, vous avez le VG qui va se continuer par l'aorte. Hop. On va commencer à voir l'aorte, et même l'aorte descendante, et même les vaisseaux mésentériques. Voilà, donc, c'est pas facile sur mannequin. Est-ce que vous avez des questions ? Qui a déjà fait de l'écho de manière routinière parmi vous chez le nouveau-né? Levez la main. Il y en a certainement qui l'ont fait. Hein. Enfin, qui sait faire? Shadi, mais il y en a plein, à mon avis, qui le savent, oui. Et donc, l'objectif, ce n'est pas de devenir cardiopédiatre, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que cardiopédiatre, c'est surtout les pathologies les plus complexes pour regarder
Ça, c'est pas notre domaine. Notre domaine, c'est de se débrouiller devant un enfant qui ne va pas bien. Est-ce que c'est une pathologie cardiaque? Je l'envoie chez le cardiologue. Est-ce que c'est une pathologie infectieuse? Auquel cas, c'est de l'hémodynamique, c'est mon domaine, et je m'en occupe moi-même. C'est essentiellement ça. Et je pense qu'avec ce mannequin, à mon avis, à force de l'utiliser, on va pouvoir surtout un élément, c'est éviter la crainte de la sonde. Parce que quand on a la sonde, on a l'impression d'avoir un instrument horrible à la main, donc on ne sait pas. Une fois qu'on a appris à positionner bien la sonde et à comprendre ce qu'on voit, 90% du travail est fait. Il restera les 10% restants. Les 10% restants, c'est avec la première écho, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Au bout d'un moment, vous allez tous, à mon avis, et toutes bien sûr, faire des échos de qualité correcte pour lesquels vous allez appeler le cardiologue en disant « j'ai un doute sur un RVPA ». Parce que quand j'ai regardé les 4 cavités, j'ai une grosse oreillette droite et une toute petite oreillette gauche. Parce que le retour veineux ne se fait pas à gauche. Ou bien j'ai un doute sur un phallo parce que j'ai une CIV bizarre qui n'est pas classique parce qu'elle est mal alignée. Donc vous voyez, il y a certains nombre d'éléments qui vont vous orienter en disant celui-là, retour veineux pulmonaire anormal total, j'appelle à 3 heures du matin. C'est clair, c'est la seule urgence pour laquelle vous appelez à 3 heures du matin le cardiologue et le chirurgien parce qu'il faut les réparer tout de suite. Tout le reste, même la TGV, vous commencez la prostine. Je sais qu'il y a énormément de difficultés au Maroc pour avoir de la prostine, mais à ce moment-là, vous appelez le cardiologue, il va faire un Rashkind et vous êtes tranquille. Ça peut attendre quelques jours avant la chirurgie. Il n'y a qu'une seule pathologie qui n'attend pas, c'est le RVPA. Toutes les autres peuvent attendre, toutes. Merci Mustapha, c'est vraiment très pratique et intéressant.